Lorsque l'Allemagne nazie capitula, en mai 1945, plus de 100 sous-marins ou U-boots se trouvaient encore en mer. Dans les jours qui suivirent, ils refirent surface dans de paisibles ports, à travers l'Europe. Leur guerre était enfin terminée. Ce qui arriva ensuite fut sans précédent. Des centaines de sous-marins furent capturés, étudiés, puis délibérément détruits. Voici ce qu'il advint des U-boots après la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signa sa reddition sans condition. En l'espace de quelques heures, l'amiral Karl Dönitz, successeur d'Hitler et ancien commandant de la flotte sous-marine, émit un ordre simple mais historique: tous les U-boots doivent cesser leurs opérations, faire surface et se rendre à l'autorité alliée la plus proche. La longue guerre sous l'Atlantique prenait fin. À travers l'Atlantique Nord, la baie de Biscaye et les fjords de Norvège, plus de 150 U-boots émergèrent leurs équipages exténués, hissant des drapeaux blancs, tandis que les avions alliés tournaient au-dessus d'eux. Ils naviguèrent vers des ports comme Loch et Ribble en Écosse, Lisahali en Irlande du Nord et Portland dans le sud de l'Angleterre. Chaque arrivée marquait l'effondrement silencieux de la flotte d'émeutes de loups qui avait autrefois hanté les convois alliés. Le processus de reddition fut strictement encadré. Les bâtiments de guerre alliés escortèrent les sous-marins jusqu'au port, où des équipes britanniques et américaines saisissaient codes cartes et armements. Des ingénieurs cataloguèrent ces navires de bataille rouillés, dont beaucoup étaient à peine en état de naviguer après des mois passés sous l'eau. À Loch et Ribble, près de 40 U-boots furent ancrés côte à côte, formant un sinistre cortège de la défaite. La logistique était immense. Il fallut remorquer et sécuriser des sous-marins venus de toute l'Europe occupée. Quelques-uns n'atteignirent jamais le port, sabordés par leurs équipages ou perdus à cause de pannes mécaniques. Dans les semaines suivantes, les dirigeants alliés se heurtèrent à une question pressante: que faire de la flotte de sous-marins la plus avancée du monde? Les États-Unis et le Royaume-Uni y voyaient une valeur de renseignement considérable, en particulier dans les modèles révolutionnaires, type 21 et type 23. Tandis que l'Union soviétique, entrant dans les premières tensions de la guerre froide, exigeait sa part de la technologie capturée. Pendant ce temps, les équipages allemands prisonniers enduraient de longs mois de captivité. Certains furent interrogés pour leurs connaissances techniques sur les nouveaux systèmes de propulsion ou de torpilles, d'autres végétaient dans des camps incertains de leur sort. À la fin de 1945, la plupart furent rapatriés dans une Allemagne vaincue et divisée. À la fin de l'année, les ports de Trondheim à Portsmouth étaient encombrés de sous-marins capturés. Ce qui suivit l'opération Deadlight allait garantir que la plupart de ces machines ne navigueraient plus jamais. À l'automne 1945, les Alliés avaient rassemblé plus d'une centaine de U-boots dans des ports britanniques. Les maintenir à flot coûtait cher, et les stocker indéfiniment était impossible. La Royal Navy approuva donc le plan Deadlight, consistant à remorquer les sous-marins capturés dans l'Atlantique pour les couler. Entre novembre 1945 et février 1946, cette opération discrète effaça la majeure partie de la flotte sous-marine du Troisième Reich. La tâche logistique était redoutable. Au total, 156 U-boots s'étaient rendus, dont 116 désignés pour destruction. La Royal Navy divisa l'opération en 3 zones de sabordage X, Y et Z, situées à environ 100 à 120 miles nautiques au nord-ouest de l'Irlande. Là, les sous-marins seraient coulés par tir de canon, charges explosives ou simplement en ouvrant leurs vannes de mer. La première phase débuta en novembre 1945, lorsque des remorqueurs britanniques commencèrent à tirer des groupes de sous-marins depuis les ports
écossais et irlandais. Mais beaucoup de ces navires étaient en piteux état. Certains avaient passé des mois sans entretien, d'autres avaient été endommagés par les bombardements alliés ou sabotés par leurs propres équipages. Leurs ballasts fuyaient avec leurs moteurs, étaient grippeux et leurs coques rongées par la rouille. Dans les mers hivernales houleuses, remorquer ces épaves instables relevait de la gageure. Plus d'un tiers des U-boots ne parvinrent jamais aux zones de sabordage. 56 navires sombrèrent en route emportés par les tempêtes ou les ruptures de structures. La Royal Navy nota chaque perte sans tenter de les récupérer. L'objectif de Deadlight était la destruction, non la préservation. Une fois sur zone, destroyers et frégates achevèrent le travail. Les équipages utilisaient parfois des roquettes aériennes ou des tirs d'artillerie pour hâter leur naufrage. Parmi les condamnés figurait le Uden 336, dernier U-boot à avoir coulé un navire allié pendant la guerre. Il s'était rendu à Lisa Ali en juin 1945 et fut volontairement coulé au large de l'Irlande en janvier 1946. Un autre, le U-295, connut le même sort le 17 décembre 1945, après avoir été remorqué depuis Loch Ryan. Tous les U-boots ne furent pas détruits, les modèles les plus avancés, type 21 et type 23, furent conservés pour étude. Ils représentaient l'avenir de la conception sous-marine, avec leurs coques profilées et leur endurance accrue en plongée. Ingénieurs britanniques et américains les examinèrent de près, procédant à un rétro-ingénierie dont les leçons inspireraient leur propre flotte d'après-guerre. Le U-Dauphin 511, seul type 21 pleinement opérationnel à la fin du conflit, fut sabordé le 7 février 1946, marquant la conclusion officielle de l'opération Deadlight. Pendant des décennies, les épaves de Deadlight restèrent oubliées au fond de l'océan. Puis, entre 2001 et 2003, l'archéologue maritime Innes McCartney mena des expéditions qui en redécouvrirent de nombreuses. Grâce au sonar et à la photographie sous-marine, son équipe identifia au moins 14 coques intactes préservées dans la vase glacée de l'Atlantique. Les découvertes montrèrent combien les sabordages avaient été précipités. Beaucoup de bateaux reposaient encore droit leurs ponts, armés leur acier désormais couvert de coraux et d'histoire. L'opération Deadlight avait atteint son objectif, effacer la présence physique de la flotte sous-marine d'Hitler. Pourtant, son héritage demeura un immense cimetière sous-marin s'étendant à travers l'Atlantique Nord, témoignage silencieux de la fin de la guerre sous-marine allemande. Alors que la majorité des U-boots allemands périrent dans l'Atlantique Nord, quelques-uns survécurent. Pour les Alliés, ces sous-marins étaient bien plus que de simples reliques de guerre. Ils constituaient des plans technologiques capables de redéfinir la guerre sous-marine. Entre 1945 et 1948, des dizaines de sous-marins capturés furent conservés, réparés ou redistribués entre les puissances victorieuses, devenant des sujets d'expérimentation aux premiers jours de la guerre froide. Pour organiser ce processus, la commission navale tripartite, formée en août 1945, répartit la flotte rendue entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Chacun reçut 10 sous-marins, 9 à examiner, la priorité étant donnée aux modèles avancés, type 21 et type 23, dont les coques profilées, la plus grande capacité de batterie et les systèmes de Schnorchel représentaient une révolution. Ces sous-marins étaient conçus pour combattre principalement sous la surface et non plus au-dessus. Au Royaume-Uni, la Royal Navy intégra plusieurs de ces bâtiments à ses essais. Le U-3017, rebaptisé HMS N-41, subit des tests d'immersion et d'endurance avant d'être démoli en 1949.
D'autres, comme le U-190, qui s'était rendu au large de Terre-Neuve, furent incorporés à la marine canadienne pour servir de plateforme d'entraînement au sonar et au tir de torpilles. La Royal Navy utilisa également certaines coques pour perfectionner ses tactiques de charge de profondeur, faisant exploser de véritables charges près de l'acier allemand plutôt que sur des cibles factices. Les États-Unis montrèrent un intérêt similaire. Les sous-marins capturés furent minutieusement étudiés dans les centres navals de Portsmouth et de New London. Les équipages de la flotte sous-marine américaine examinèrent les systèmes de propulsion, la technologie de navigation silencieuse et la conception des périscopes, des innovations qui influenceraient directement les classes de sous-marins américaines d'après-guerre. Particulièrement remarquable fut le U-234, un sous-marin cargo à longue portée, capturé le 14 mai 1945, alors qu'il faisait route vers le Japon, transportant une cargaison secrète comprenant de l'oxyde d'uranium et des composants de moteurs à réaction. Les ingénieurs de la marine américaine étudièrent sa structure et son contenu avant de le couler lors d'essais d'armes en 1947. À travers l'Europe, d'autres marines reçurent leur part. L'Union soviétique obtint plusieurs des précieux modèles, type 21, qui servirent de base directe à la future classe Whisky. Les chantiers navals soviétiques démontèrent les coques allemandes, plaque par plaque, reproduisant l'architecture résistante à la pression et les systèmes de Schnorchel qui donnèrent à leur nouvelle flotte un bond technologique spectaculaire. À l'ouest, ce développement inquiétait la même ingénierie allemande qui avait jadis traqué les convois alliés, alimentait désormais une course aux armements sous la glace arctique. De plus petites nations en profitèrent aussi. La France, qui reconstruisait sa marine, après des années d'occupation, reprit quelques navires des stocks alliés. L'un d'eux, le UT-123, servit plusieurs années sous un nouveau pavillon avant d'être désarmé. La Norvège en exploita d'autres pour l'entraînement et la patrouille côtière, tandis que le Danemark adapta la technologie sous-marine allemande à son industrie navale d'après-guerre. Cependant, toutes les redistributions n'étaient pas purement scientifiques. Le partage des U-boots devint l'un des premiers symboles de la géopolitique d'après-guerre. Le Royaume-Uni et les États-Unis espéraient que la diffusion de la technologie allemande maintiendrait un équilibre entre alliés. Mais à mesure que l'Union soviétique agrandissait sa flotte, la coopération fit rapidement place à la compétition. Les U-boots avaient changé de propriétaire, mais leur valeur stratégique demeurait. À la fin de la décennie, la plupart des sous-marins conservés avaient rempli leur rôle et furent délibérément coulés ou démantelés. Pourtant, leur influence se révéla durable, les innovations du type 21, batteries hydrodynamiques. Vitesse en plongée devinrent la base de conception de presque tous les sous-marins conventionnels construits dans les années 1950. En un sens, la dernière invention de guerre de l'Allemagne devint le plan fondateur de l'ère nucléaire, tandis que des centaines de U-boots étaient sabordés ou mis à la ferraille, une poignée échappèrent à la destruction et entamèrent un nouveau chapitre. Ces survivants dispersés à travers l'Europe et l'Amérique du Nord passèrent du statut d'armes de guerre à celui de témoins de mémoire. Parmi les plus célèbres figurent le U-915, qui s'était rendu en mai 1945 à Trondheim, en Norvège. Il servit brièvement dans la marine norvégienne, avant d'être restitué à l'Allemagne en 1965. Aujourd'hui, il repose à Labo, près de Kiel, conservé comme navire-musée, à côté du mémorial de la marine. Les visiteurs, qui pénètrent dans sa coque étroite, découvrent les quartiers oppressants, où 45 hommes vécurent, travaillèrent et combattirent pendant des semaines. En France, plusieurs U-boots capturés furent intégrés à la marine d'après-guerre.
Le U-123, rebaptisé Blaison, fut l'un des rares à connaître un service en temps de paix. Lorsqu'il fut retiré, il fut préservé à Lorient, autrefois l'une des principales bases sous-marines allemandes. D'autres survivants connurent un destin plus singulier. Le U-534, renfloué du détroit du Kattegat en 1993, est aujourd'hui exposé à Birkenhead, en Angleterre, sa coque découpée en sections pour révéler son intérieur étroit. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis conservent un sous-marin emblématique, le U-505, capturé intact en juin 1944. Après avoir servi de trophée de renseignement durant la guerre, il fut transféré au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago, où il demeure méticuleusement restauré, le premier navire de guerre ennemi jamais exposé sur le sol américain. Mais la majorité des U-boots allemands ne connurent jamais les musées. Les épaves issues de l'opération Deadlight tapissent encore les fonds marins, au large du nord-ouest de l'Irlande, formant l'un des plus vastes cimetières sous-marins du monde. Pendant des décennies, elles furent oubliées, signalées seulement par des coordonnées sur les cartes de la Royal Navy. L'intérêt du public pour les U-boots n'a cessé de croître. Les musées de Hambourg-Kiel et Labo attirent chaque année des milliers de visiteurs. Tandis que les historiens continuent d'étudier les tactiques et la vie de ces équipages, ces sous-marins sont bien plus que de simples reliques. Ils rappellent le prix humain de la guerre sous les vagues. Plus de 30 000 sous-mariniers, allemands et d'innombrables marins alliés ne revinrent jamais. Les machines qui incarnaient jadis la furtivité et la précision représentent aujourd'hui la perte, l'innovation et le souvenir. De nos jours, les navires préservés et les épaves reposant sous l'Atlantique servent de mémoriaux jumeaux, l'un au-dessus de l'eau, l'autre au-dessous, racontant l'ultime histoire de la flotte sous-marine allemande, un empire d'acier qui repose désormais en silence entre l'histoire et la mer.